Et hello les légendes, bienvenue pour notre 90e épisode avec notre première vainqueur et même double vainqueur en Grand Chelem, l'immense championne Marie Pierce. Avant de commencer ce nouveau podcast, on a la chance d'avoir un sponsor pour les 2 épisodes de la quinzaine de Roland-Garros avec Winamax, qui est le site de référence pour placer quelques paris en ligne et voir si vous êtes plutôt de la team sans rien ou ça joue tellement l'acier que j'invite tout le monde en finale de Roland-Garros. Winamax vous garantit les meilleurs codes du marché et on vous a dégoté un code de 15€ de free bet en insérant TL15 en majuscule au moment de votre inscription. C'est hyper simple et rapide, l'appli est dispo dans tous les stores. En quelques clics, c'est réglé. Et sachez qu'au moment de votre premier dépôt, Winamax vous donnera le double de celui-ci en free bet, donc en pari offert. C'est cadeau. Évidemment, et c'est le message le plus important pour nous en tant que passionnés de tennis et promoteurs de ce sport magnifique, le pari sportif est un divertissement et seulement un divertissement. Le jeu responsable est primordial et on vous fait confiance. Pas de message d'insulte aux joueurs et joueuses qui en reçoivent déjà des centaines, de parieurs qui ont sûrement dû oublier d'utiliser les modérateurs de jeu mis en place par Winamax. Sachez aussi qu'il est formellement interdit aux mineurs de parier, donc vigilance maximum des parents de certaines légendes qui peuvent écouter le podcast. Merci à Winamax de nous soutenir pendant la quinzaine. Ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit. C'est donc hyper important pour nous afin de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et maintenant, place à l'épisode. On peut le dire, Marie est une surdouée puisqu'elle a commencé le tennis sur le tard à 10 ans, avant littéralement exploser pour devenir joueuse de tennis professionnelle en 3 ans seulement. On commence pied au plancher en parlant spiritualité, mais n'ayez crainte, chère légende. Marie nous confie ensuite à quel point elle se sent française, elle qui a quand même 3 nationalités. Elle nous raconte son American Spirit, puis on enchaîne avec son explosion fulgurante et la façon dont elle a financé ses débuts compliqués sur le circuit. J'essaye de comprendre d'où vient sa confiance innée pour vous permettre d'en apporter à votre propre jeu, vous allez le comprendre. Marie nous raconte avec beaucoup de franchise et de pudeur les difficultés auxquelles elle a dû faire face avec son papa. On revient sur sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros en 94 à 19 ans seulement. On enchaîne avec son premier titre majeur lors de l'Open d'Australie 95, seulement 6 mois après du coup. Marie nous explique enfin son rapport à la religion, ce que cela lui a apporté dans son jeu et continue de lui conférer dans sa vie actuelle. On revient évidemment en détail sur son sacre mythique à Roland-Garros 2000, une merveille. Alors sans plus attendre, place à notre 90e épisode avec Marie Pierce. Après Tony Nadal, on vous gâte pendant ce Roland-Garros 2022. C'est parti, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Marie Caroline Pierce, je savais pas que tu avais un deuxième prénom. C'est Caroline. moi. J'adore mon deuxième nom. Tu es né le 15 janvier 75 à Montréal, au Québec. Oui. Et tu es vainqueur de 18 titres en simple, dont l'Open d'Australie en 95 et Roland-Garros en 2000. Tu es la première vainqueur d'un Grand Chelem à passer sur notre podcast et c'est un réel honneur. Marie, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir, merci. Tu as joué 4 autres finales en Grand Chelem, Roland en 94 et 2005, l'Open d'Australie 97 et l'US en 2005. Incroyable, je me suis replongé là-dessus, j'avais totalement oublié et c'est assez fou en y pensant avec un petit peu de recul le nombre de finales de majeurs que tu as pu faire, quoi. Enfin de ces matchs avec tellement d'enjeux. J'ai donc découvert 2 épisodes de podcast sur lesquels tu es passé, The Racket Magazine podcast avec tes amis donc Rihanna Stubbs et Caitlin Thompson, ainsi qu'Échange avec Antoine Beneteau. Oui. C'est vraiment des contenus hyper intéressants. Donc voilà, je m'en suis un petit peu inspiré pour pas forcément faire les mêmes questions, essayer d'aller sur d'autres sujets. Mm-hmm. Et donc pour commencer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet, j'ai compris que tu étais évidemment une personne très tournée vers la religion et la spiritualité de manière générale. Mm-hmm. J'ai pour ma part quelques croyances, mais pas forcément religieuses. J'ai envie de te donner très rapidement la prière qui, moi, me parle et peut-être que tu pourrais nous dire une prière qui, toi, te parle dans la foulée pour commencer. Alors, la mienne, c'est très court. C'est de Marc Aurèle, tu dois connaître. Donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Est-ce que déjà tu connaissais ou pas ? Oui, je connais celui-là.
Est-ce que toi, tu as un petit truc qui te parle particulièrement, sans rentrer dans des choses trop compliquées, mais pour nous faire comprendre un petit peu ce qui t'anime dans la religion? Oui, en fait, pour moi, c'est pas une religion personnellement, c'est plus une relation D'accord? avec Dieu et à travers de Jésus. Donc, Jésus qu'il est pour moi et que je crois en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il a pris tous mes péchés sur la croix. Donc, c'est par la repentance que je suis une chrétienne née nouveau, voilà, et que j'ai le salut, que j'ai la vie éternelle. Et pour moi, la prière, c'est quelque chose de vraiment très simple, de très naturel. C'est voilà, je parle au Seigneur comme si je parle à mon meilleur ami. C'est quelque chose de tout à fait normal et c'est vraiment quand je veux et où je veux et voilà, c'est juste des simples mots qui viennent de mon cœur et puis ça dépend des situations de ma vie, ça dépend des jours, ça dépend des moments. D'accord. Voilà, ce que je dis, ce que je prie. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci de nous partager ces premières infos. Euh, Avec pour revenir du coup à la genèse de ton arrivée au tennis, tu as commencé très tard, enfin relativement tard, à 10 ans. oui, C'est bien ça? oui, oui, exactement. Cette histoire est assez incroyable parce que très rapidement, on a vu que tu avais des prédispositions, que tu étais assez doué. Tu l'as Oui, raconté plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous la dire dans les grandes lignes quand même ici pour les gens qui ne la connaissent pas? oui, c'est vraiment incroyable. Je voulais être pédiatre, je crois, déjà à l'âge de 7 ans. D'accord? Et donc, pour moi, le tennis, c'était pas du tout ce que j'avais pensé à faire avec ma vie. Et à 10 ans, je suis avec une copine d'école qui a un cours de tennis. Je la suis au club et on m'a demandé si je voulais jouer. J'ai dit oui. Et quand j'ai fini, trois quarts d'heure après, il y a un monsieur qui vient me voir pour me dire, voilà, première fois que je vous vois dans mon club, comment tu t'appelles, tu as quel âge, tu viens d'où et ça fait combien de temps que je joue au tennis? J'ai dit, bah, j'ai 10 ans, je suis la copine de Rachel, je viens d'ici et ça fait à peu près trois quarts d'heure que je joue. Ouais. Et il me dit, mais non, mais ça fait combien d'années? Et je dis, bah non, c'est le premier jour. Donc c'est là, il me dit, bah, reviens demain avec tes parents. Je dis OK. Donc, je pars en courant, je vais voir ma copine. Je dis ah là, peut-être j'ai fait une bêtise, je dois revenir avec mes parents demain, etc. Et puis le lendemain, on retourne et j'attends. Je vois mes parents qui sont en train de parler avec l'entraîneur, le prof du club. Et puis après, on vient me voir. On dit voilà, Marie, tu vas jouer maintenant trois fois par semaine après l'école, une heure, comme ta copine. Et je dis OK. Tu vois, je fais ce que mes parents me disent et j'ai commencé à jouer au tennis comme ça. C'est incroyable parce que 4 ans après, tu passes joueuse de tennis professionnelle. Oui. Déjà, cette découverte, cette initiation au tennis, c'était en Floride, c'est bien ça? Exactement, j'avais 10 ans et j'étais en Floride. Oui. Comment, du coup, tu as atterri en France? Alors, à 13 ans, mon père a décidé que j'allais plus jouer en junior et que j'allais jouer sur le circuit professionnel. Et à ce moment-là aussi, on avait besoin d'aide parce que mes parents ne travaillaient pas. Et il a demandé au USTA de l'aide, c'est la Fédération de tennis américaine. Et ils ont dit oui, bien sûr, on veut bien vous aider, mais il faut que Marie travaille avec un de nos entraîneurs. Et mon père a dit non, c'est moi l'entraîneur. Et ils ont dit bah non, on ne peut pas vous aider. Donc mon père a demandé à ma maman d'appeler la Fédération française de tennis et ils ont dit bah oui, venez. Donc on est parti, on a déménagé pour la France et j'avais 13 ans et je parlais vraiment pas du tout le français, quelques mots, bonjour, au revoir, pas grand-chose. Et c'était très difficile parce que premièrement, j'adorais l'école et puis bon là, on m'a retiré de l'école, j'ai suivi des cours par correspondance. Et puis en arrivant dans un pays que je ne connaissais pas et que je parlais pas la langue, c'était très difficile pour moi de faire des amis, jouer avec d'autres jeunes de mon âge, etc. Donc ça, c'était très dur. Et puis j'ai commencé à m'entraîner toute la journée. Donc je m'entraînais 8 heures par jour. Wow, Je faisais que ça toute la journée. Et c'était physiquement, mentalement, émotionnellement, c'était très dur à ce jeune âge et je ne pouvais pas jouer sur le circuit professionnel à l'époque parce que l'âge minimum, la règle, c'était fallait avoir 14 ans sur le circuit WTA. Donc, j'ai attendu, j'ai joué les tournois en France et à 14 ans, j'ai commencé sur le circuit pro. incroyable. Mais quand tu es Oui. arrivé en France, tu as atterri où?
Et ta maman était française, hein, par ailleurs. Oui, ma maman, exactement. Donc, c'est pour ça que mon papa a demandé à ma maman, parce que ma maman est française, de Paris. Et donc, on arrive à Paris et j'ai D'accord. une tante qui habite à Daumont et qui m'a accueillie chez elle. On était chez elle au début. Elle a pris très bien soin de moi. Elle m'a emmenée à mes entraînements, retournée à la maison. Elle faisait les bons repas, etc. Et puis, j'avais des cousins, des cousines. Et puis, eux, ils parlent l'anglais. Donc, ils m'ont aussi appris avec ma maman à parler le français. Et puis, j'étais à la fédération, donc je suis allée au CNE. D'accord. Donc, je m'entraînais là-bas, j'habitais là-bas sur place. Et après quelques mois, j'arrivais pas. J'ai jamais été séparée de ma famille. Je pleurais tous les soirs. Et après, je sais pas, 2 mois ou 3 mois, j'ai appelé en milieu de la nuit mes parents et ils sont venus me chercher. Ah oui. Et voilà, donc je suis rentrée chez moi. Et En Floride? non, non, à Paris, mais ma D'accord. famille était à côté. Donc, Ah oui, voilà, oui, d'accord. on avait un appartement à Puteaux qui était juste à côté. Et voilà, je commençais à m'entraîner avec mon père dans un club à côté. Et c'est là où Virginia Ruzici m'a découverte un peu et elle a parlé de moi à IMG. IMG m'a signé D'accord. euh, à 13 ans, etc. Et puis voilà, donc on est resté plutôt. Et comme mon père, il n'aime pas le froid, donc quand l'hiver arrive à Paris, il a décidé non, on va dans le sud. Où ça, dans le sud? Donc, on a habité à Villeneuve-Loubet, D'accord. à À côté de côté de Nice. Nice. Donc, on a habité à Villeneuve-Loubet et voilà, on habitait dans un appartement juste au-dessus du clubhouse, du club de tennis. Donc, comme ça, il fallait juste descendre les marches et j'étais sur le terrain et voilà, encore toute la journée sur les cours de tennis. Et on a fait l'été en France et les hivers en Floride. On a fait ça pendant 3 ans à peu près, jusqu'à que j'avais 18 ans, je pense qu'on a fait Ouais. ça. Et puis après, voilà, à 18 ans, je me suis installée en Floride et j'ai commencé à m'entraîner avec Mick Bollettieri. Donc nous, ça nous arrange énormément. Évidemment, français, on est très chauvin et que tu sois française. Tu as la double nationalité toujours ou tu es En fait, comme tu as dit, je suis née au Canada Ouais, et bah, ma maman est française et mon papa américain. Donc, j'ai les 3 nationalités en fait. les trois nationalités, trinationalités. D'accord. J'aurais pu jouer le Fed Cup et les Jeux Olympiques pour le Canada ou les États-Unis, mais c'est à 13 ans que mon père a décidé, comme la Fédération française de tennis a répondu positive, et tu vas rester fidèle et tu vas jouer pour la France. Ouais. Et Voilà. voilà, nous, dans notre chauvinisme légendaire, pour nous, c'est merveilleux. Tu as gagné Roland. Enfin, moi, personnellement, j'ai rêvé en te voyant devant la télé. Oui, C'était merci. c'était exceptionnel. Mais à quel point tu te considères canadienne, américaine ou française? Tu mets dans quel ordre et à quel pourcentage? Comment ça fonctionne dans ton cœur? C'est sûr que le moins on va commencer, c'est Canada. D'accord. Euh, je suis née là-bas et on est resté, je crois, 1 an. Après, on est parti pour les États-Unis. Et j'ai pas de famille là-bas. Toute la famille de ma maman, c'est en France. Toute la famille de mon père, c'est aux États-Unis. Donc voilà, je suis juste née au Canada. Et après, bon, les États-Unis, c'est le pays où j'ai passé plus de temps, où j'ai grandi le plus. Je pense que j'ai plus la mentalité américaine et bah, l'anglais, c'est ma première langue déjà. Et puis, quand je vais en France, bah oui, je me sens aussi chez moi. J'ai de la famille là-bas et il y a beaucoup de choses aussi que j'aime en France. Donc, Donc c'est 60-40 ou 50-50 ou il n'y a ah, pas. c'est pas 50-50. Je dirais il y a ouais, peut-être 60 ou 70, 60 les États-Unis et 40 la France, on va dire. Je sais pas, il y a un petit peu plus les États-Unis parce que j'ai passé plus de temps et c'est ma première langue. Tu dis que tu as un petit peu plus la mentalité américaine. C'est quoi? Ça veut dire quoi la mentalité américaine? C'est quoi finalement? Alors, pour moi, la mentalité américaine, c'est tout est possible. Euh, j'ai envie de dire, tout est facile. On essaie de faciliter les choses.
D'accord. Et surtout, voilà, dans le côté business, etc., on essaie toujours de faire, comment dire, satisfaction guaranteed or your money back. Satisfait ou remboursé. Allez Et hop. voilà, donc voilà, c'est les États-Unis, quoi. Et tout est possible, tout est facile. Et quand je viens en France, souvent j'entends les premiers mots, les phrases, c'est oui, mais le problème c'est que. Et je dis, mais attends, mais il n'y a pas de problème. Oui, 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 mais le problème c'est que j'ai non, non, il n'y a pas de problème là. C'est compliqué, il y a un problème. J'ai dit, non, il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, Je voudrais une douzaine d'escargots, s'il vous plaît. Oui, mais Madame Pierce, le problème, c'est que c'est pas la saison. je trouve Ok. juste que, voilà, c'est ça que je vois la grande différence entre les États-Unis et la France, quoi. D'accord. Une rapide pause pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un like sur YouTube et un commentaire sur toutes les plateformes, ça prend 10 secondes et nous aide comme jamais à faire connaître le travail. Récupère le conseil coaching numéro 1 de Marie adressé aux jeunes joueuses qui rêvent de devenir pro. Si vous êtes parent de joueurs ou de joueuses, ça va évidemment vous plaire et surtout vous servir. Il suffit de vous inscrire à notre newsletter, c'est gratuit en lien de l'épisode. Et enfin, les places sont ouvertes pour notre stage mental et terrain les 25 et 26 juin avec Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 top 100. Toutes les infos sont en description de l'épisode. On y retourne. En fait, ton papa, je crois, a cherché une aide auprès de la Fédé française parce que c'était un petit peu conflictuel aux États-Unis. C'est bien ça? Chercher de l'aide parce qu'on avait besoin d'aide. Et comme mon père, il avait une mauvaise réputation déjà parce que il criait sur les tournois, soit avec moi ou soit avec mes adversaires ou avec les parents. Il s'est bagarré, donné des coups de poing, etc. Donc, il avait une très mauvaise réputation et c'est pour ça que le USTA, ils ont dit on veut bien aider Marie, mais il faut qu'elle travaille avec nos entraîneurs. Et D'accord. quand mon père a dit non, c'est moi l'entraîneur, il voulait rien avoir avec mon père parce qu'il avait une très mauvaise réputation. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas aidé. Ouais. Et la Fédé en France, je ne sais pas s'ils étaient trop au Au courant courant. Ouais. de mon père ou pas. Mais de toute façon, quand je suis arrivée, je suis allée directement au CNE et je me suis entraînée avec la Fédé. Et Hmm. mon père, il m'a laissé au CNE. D'accord. Et juste petite parenthèse, ta maman qui était française n'a pas voulu t'élever en français. Oui, ma maman Qui? voulait m'apprendre à parler le français depuis que je suis petite, mais comme mon père ne parlait pas le français, il voulait pas qu'on soit capable entre nous, moi, ma maman, mon frère, parler français et que lui, il soit pas au courant, il comprenait pas ce qu'on disait. Donc, on n'avait pas le droit. C'était interdit. D'accord. Alors, j'ai une question habituellement qui est de nous montrer, enfin de nous rappeler ta progression de non classé à numéro. Mais toi, quand Oui, tu es arrivé en France, tu avais 13 ans, c'est bien ça? exactement. Et un an plus tard, tu étais professionnel. Donc, tu Oui. as été assimilé combien quand tu es arrivé en France? Au bout de 3 ans seulement de pratique de tennis. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout. Je sais qu'on m'a assimilé parce que j'ai joué des tournois en France, mais je me rappelle pas du tout quel était mon premier classement en France. Et par rapport aux meilleures françaises de l'époque, tu étais situé à quelle position? Quel rang? Hmm. D'ailleurs, qui étaient les meilleures françaises de l'époque? Je suis arrivée, c'était 88. Euh, je ne me rappelle J'a- pas. J'avais, j'avais moins, j'avais moins 2 ans, Marie. Aïe, aïe, aïe. Oui, Je sais pas. Je me rappelle que quand j'étais sélectionnée pour la première fois en Fed Cup, ouais, j'avais 15 ans. Il y avait Tosia, Demangeau, euh, Nathalie Herman, Pascal Paradis. Il y avait, bon, après, il y avait Julie Allard, etc. Mais au début, ouais, quand je suis arrivée, c'était Demangeau, Tosia. Je crois que c'était les d'accord. meilleurs à l'époque. Ok.
À quoi ressemblaient tes débuts sur les premiers tournois pro? Est-ce que c'était un peu la traversée de la jungle ou est-ce que ça a été très rapide parce que tu avais un niveau largement au-dessus de la moyenne? Alors, j'ai commencé les tournois pro aux États-Unis. J'ai commencé par les qualifs des 10 000 $. D'accord. Euh, je me suis qualifiée pour la première. J'ai perdu le premier tour en simple, j'ai gagné le double. Deuxième semaine, j'ai gagné le simple et le double. Et troisième semaine, je ne sais pas, je crois que j'ai peut-être gagné le simple et fait demi en double ou final, un truc comme ça. Donc, tout de suite, des bons résultats et un classement après les 3 tournois. Et j'ai vite grimpé l'échelle de 10 000 jusqu'à 25 000, les 50 000, les 75, etc. etc. Donc, voilà. Et puis, à 16 ans, je crois que c'est là où j'ai gagné mon premier grand tournoi sur le circuit WTA en Italie, où j'ai battu la première Italienne Sandra Cecchini à l'époque. J'ai Ouais. battu en finale, donc c'est un grand match. Et puis, je crois après, j'étais parmi les 30 meilleurs euh, dans le monde. Ah oui, c'est allé Ça, très 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 vite, ouais. oui. Incroyable. Mm. Est-ce que tu as des écouteurs, Marie, au cas où, ou pas? Oui, oui, Si tu as des écouteurs avec un fil ou sans fil? sans fil, Sans fil? oui. Non, mais essaye de rester proche du micro, c'est peut-être mieux parce que quand tu Ah recules oui, comme oui, ça, oui, exactement. Attends, je vais aussi fermer ça. Ah, ça nickel, va être oui. Voilà, impeccable. oui, pardon. Tu disais que très rapidement, tu avais été signé par IMG. Est-ce que financièrement, ils t'aidaient à financer tes tournées ou comment tu fonctionnais au niveau des ressources financières? Oui, heureusement qu'à 13 ans, en arrivant en France, mon père, il avait un ami qui avait une amie Ouais, qui, a, qui était d'accord de nous soutenir, de me sponsoriser. Et grâce à cette sponsor à 13 ans, on avait de l'argent pour notre famille, pour vivre, pour manger, et, euh, et pour jouer au tennis. Donc, j'avais cette sponsor pendant 3 ans, de 13 à 16 ans. Et après, à 16 ans, j'ai gagné assez d'argent pour soutenir mon tennis et puis ma famille. Donc, d'accord. j'avais plus de sponsors après ça. Et cet ami, il voulait un retour sur investissement ou c'était totalement générosité pure? Non, je ne voulais pas d'argent en retour. J'avais juste un petit badge, un petit patch à l'époque où on faisait ça beaucoup. Dans le tennis, on mettait beaucoup les patchs, etc., des sponsors. Donc, j'avais ça sur moi et puis c'est tout. Et tu penses que s'il n'avait pas été là, comment vous Oui, auriez fait? j'ai aucune idée. Merci. Vraiment. Merci là-haut. J'ai vraiment aucune idée. C'est incroyable, c'est un petit miracle, On hein, quelque part. ne pouvait pas. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens. Mes parents ne travaillaient pas. Donc, mon père, c'était mon entraîneur. Ma maman, voilà, mon père, il ne voulait pas qu'elle travaille, qu'elle soit avec nous, qu'elle soit la femme à la maison et la maman, etc. Voilà, elle faisait les repas le matin, le midi, le soir. Elle était là à nous soutenir. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as passé la barrière du top 100? Est-ce que aussi à ton époque, c'était vraiment le premier objectif, le premier cap très important, ce fameux top 100? Euh, je pense qu'au début, c'était d'avoir un classement, d'être parmi les 500. D'accord. Et à chaque fois, c'était l'échelle de 100, de 4, 3, 2, 100. Après, c'était les top 50. Après, les top 20. Après, les top 10, le top 5. Mais pour toi, c'était évident le top 10, c'était ton rêve dès le départ ou déjà c'était vraiment étape par étape? C'était, c'était le rêve, c'était de gagner Roland Garros. Voilà, c'était ça le rêve. Le rêve, Waouh. avec mon père, on regardait le tennis et c'était le tournoi. C'était le rêve d'un jour jouer à Roland. Et, euh, et le rêve, c'était de le gagner, bien sûr, en tant que joueuse française, de représenter la France, de jouer pour la France. Et c'est le plus grand tournoi de l'année de ta carrière. Donc, pour moi, ça, c'était le rêve, mais il fallait faire ça étape par étape, bien sûr. Ouais, incroyable. Et numéro une, c'était un rêve aussi ou moins finalement? Tu sais, c'est une excellente question.
j'ai jamais vraiment pensé à être première mondiale. Euh, pour moi, c'était gagner Roland. D'accord. C'est ça mon rêve, gagner Roland. Et puis, bon, quand j'ai gagné l'Open de l'Australie à 20 ans, j'étais troisième mondiale. Euh, voilà, tout le monde dit, voilà, la prochaine numéro une, etc. Beaucoup de pression, je sentais beaucoup de pression sur moi. Et des fois, j'avais du mal à gérer tout ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai battu, je pense, quand je jouais, toutes les premières mondiales, je les ai tous battues au moins une fois. Donc, j'avais le jeu pour les battre, mais j'étais peut-être pas assez régulière toute l'année, toute la saison. Et je jouais aussi pas beaucoup de tournois comme les autres. Je jouais toujours le minimum. Donc, je jouais peut-être 12 tournois plus les grands chelems. Donc, je faisais peut-être 16 tournois. Donc, il y a des filles qui jouaient peut-être 10 tournois de plus que moi. Donc, qui gagnaient beaucoup plus de points. Donc, par exemple, quand j'étais troisième mondiale, il y avait Sanchez Vicario qui était deuxième ou même première. Mais à chaque fois que je le jouais, je le battais. Mais c'était juste parce qu'elle jouait, je ne sais pas, 25, 30 tournois dans l'année. La Presque, mobilette. ouais, presque toutes les semaines. Donc, elle a accumulé des points, elle a accumulé des points. Donc, elle avait plus de points que moi. C'était quoi ce choix de faire une programmation beaucoup plus allégée? Bah déjà, j'avais pas besoin de jouer beaucoup de tournois, de matchs pour me mettre en forme. Il y avait certaines joueuses qui avaient besoin de jouer des tournois pour être en forme. Moi, c'était l'entraînement qui était le plus important. Si je sens que j'étais bien entraînée, que physiquement j'étais en forme et que je me suis bien entraînée, bah, j'arrive sur les tournois et boum, depuis le premier match, je rentre tout de suite, j'ai pas de problème. Donc, j'avais pas besoin de jouer beaucoup de tournois pour ça, premièrement. Et deuxièmement, bah, souvent, j'allais très loin dans les tournois. Donc, quand on finit en demi ou en finale toutes les semaines, au bout de 3 semaines, on a besoin d'un break. Donc, pour moi, personnellement, je prenais un break une ou 2 semaines et puis je repartais sur encore 3 semaines. Je faisais jamais plus de 3 semaines d'affilée de tournoi. J'ai fait une fois dans ma carrière, je crois que j'ai fait 6 semaines en Europe. La saison hivernale, un peu automne à l'intérieur et je crois que j'allais devenir folle à la fin. On est à Ah l'intérieur tout ouais. le temps. Tu avais besoin Jamais de de, soleil, jamais de l'air frais. Donc, j'ai dit non, jamais je refais ça. t'avais besoin de garder de la fraîcheur mentale et physique aussi, Oui, j'imagine. Mais oui. comme Mon jeu était très physique aussi, hein. Je donnais beaucoup de moi. Ça prenait beaucoup d'énergie aussi mentalement, émotionnellement. Donc, j'avais besoin de me ressourcer pour après repartir. Comme 90-95% du commun des mortels, je suis comme Aranxa Sanchez Vicario, avec beaucoup moins de talent, mais j'ai besoin de beaucoup de matchs pour me Mm. sentir en confiance. D'où elle vient, toi, ta confiance innée? Je pense que ça vient de l'entraînement. Je pense que ça vient de l'entraînement avec la répétition, répétition, répétition. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec des cibles aussi, tout le temps avec des cibles. Et je pense que quand on s'entraîne et quand on réussit à l'entraînement et qu'on arrive à répéter, répéter, bah, ça donne de la confiance. Donc, je pense que aussi physiquement, les entraînements physiques que je faisais, je savais que j'étais aussi très forte physiquement. La force était mon point fort. Et quand on sent que physiquement on est en forme, on se sent forte, etc., bah, ça nous donne de la confiance aussi également. Ce que je trouve étonnant, c'est que tu nous as dit qu'il y avait quand même une petite partie de ton cœur qui se considérait un peu plus attachée aux États-Unis. Pourquoi, si tu es Roland Garros devant l'US Open dans ce cas-là? Bah oui, c'est une excellente question. Bah parce que mon cœur, je sais pas, mon cœur, c'est pour la France. Quand je regarde le sport ou le sport à la télé, c'est l'équipe de France qui joue, bah, je regarde, je soutiens tout le temps, toujours. J'ai toujours joué pour la France, j'ai représenté la France. Donc, Fed Cup, j'ai toujours dit oui quand on a fait appel à moi. Première sélection à 15 ans. Je suis la seule joueuse française qui était dans les deux équipes quand la France a gagné le Fed Cup en 97 et en 2003. J'ai fait 3 Jeux olympiques. Pour moi, c'était un honneur, un privilège. C'est une expérience extraordinaire d'être aux Jeux olympiques. Euh, et c'est sûr que bah, sans faute et sans hésitation et sans doute
le tournoi le plus important pour moi, c'est Roland-Garros, avant tout. Et de jouer devant tout le public sur le Philippe Chatrier, y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Donc, c'est sûr que peut-être quand je dis les États-Unis, il y a une autre partie de moi, de mon cœur, qui a les habitudes le style de vie peut-être des États-Unis ou la langue. Je sais que en français, j'ai un accent et je fais des fautes et que des fois, je trouve pas les mots justes ou exacts que j'ai envie pour m'exprimer exactement comme j'ai envie. Donc, des fois, c'est un petit peu frustrant pour moi. Donc voilà, c'est la langue peut-être et puis c'est le style de vie. J'ai plus d'habitude parce que j'ai peut-être plus grandi aux États-Unis, mais la mentalité, il y a des choses où oui, je suis les deux, mais mon cœur vraiment, bah, c'est la France. Quand on va parler de voilà toutes les différentes choses, donc quand j'ai dit bah, pour représenter un pays, bah, Yes. c'est la France, quoi. Ouais. Tes habitudes sont plus américaines, du coup, t'es pas du genre à te faire des pains au chocolat, des croissants et de la baguette le matin au petit-déj? Bah, j'ai jamais grandi avec ça, sauf quand je suis arrivée en France. Mais même, voilà, c'est bon, hein, mais bon, maintenant je suis intolérante au gluten, donc je peux pas trop manger ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses Ah, gluten-free, sans gluten, mais c'est un peu plus compliqué. Mais j'aime beaucoup le fromage et tout ça. Donc, très bon ça. Alors, je crois qu'avant de parler de ce premier point majeur, donc ta finale à l'Open d'Australie en tac, 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 95? oui, Ouais. Non, tu avais fait finale à Roland déjà en 94? Ouais. Donc, exactement. alors, avant ces deux passages-là hyper importants, il y a une étape majeure, je crois, c'est la scission avec ton papa à 18 ans, où vous prenez Oui, chacun des routes séparées, quoi, finalement. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est passé? oui. Bah, comme je disais que mon père était mon entraîneur, il était très dur avec moi à l'entraînement et puis il pouvait être aussi ouais, méchant et abusif, donc verbalement, physiquement, etc. Donc c'était l'enfer sur terre, quoi. Je vivais dans la peur et tous les jours et mon cœur est devenu très dur et avec beaucoup de haine. À la fin, j'en pouvais plus. Je pouvais plus continuer de vivre ma vie comme ça et je voulais plus continuer. Donc, je me suis dit, dès que j'ai 18 ans, bah, je suis adulte et on ne peut plus rien me dire et je pars. Ouais, Et, euh, et j'avais hâte. J'avais hâte d'avoir 18 ans parce que à la fin, bah oui, je détestais mon père et j'avais peur de lui et je voulais à tout prix partir le plus dès que je pouvais, quoi, en fait. Donc, à 18 ans, je suis partie et c'est à ce moment-là aussi que mes parents sont divorcés et et c'était dur, hein, c'était très très dur. J'ai dû avoir un garde du corps pendant 2 ans. J'ai dû avoir un document, en anglais, ça s'appelle Restraining Order. C'est quand quelqu'un n'a pas le droit de venir à 500 mètres ou je ne sais pas de toi. ouais, ouais. Donc, il fallait faire ça avec la police, etc. Parce que vraiment, j'avais peur, quoi. Donc, j'ai pas vu mon père quand je suis partie à 18 ans. Pour moi, j'allais jamais le revoir. Voilà. Donc, pour moi, c'était fini. Je voulais plus le revoir, etc. Et quand j'ai gagné l'Open de l'Australie, je me suis dit, bah, ok, quand même, c'est ton père, il t'a entraîné 8 ans, t'as quand même aidé dedans, donc je crois que tu peux au moins, voilà, lui montrer le trophée, par exemple. Et donc, mon père, il s'est remarié, il était remarié à cette époque-là, et je l'ai contacté pour dire que voilà, j'ai gagné l'Open de l'Australie. Je te remercie aussi quand même parce que tu m'as entraîné pendant 8 ans, tu as un part dedans, et si tu veux voir le trophée, bah, dis-moi. Donc, il m'a dit oui, bien sûr. Donc, je l'ai rencontré quelque part, un endroit public, dans la réception d'une grande hôtel où il y avait beaucoup de monde. Comme ça, je me sentais un peu en sécurité. Et je lui ai montré le trophée et on s'est dit bonjour, je le remercie. Ça a duré 5 minutes et puis c'est tout. Donc, et sa femme est venue avec lui. Et pour moi,
j'allais plus le revoir et puis c'était fini. Ouais. Et c'est quand je suis devenue chrétienne en mars 2000 que le Seigneur m'a montré que j'avais besoin de pardonner mon père. Et au début, je dis, ah non, non, c'est impossible, je peux pas pardonner mon papa, il mérite pas, il m'a fait trop du mal, trop de choses, c'est pas possible. Et il mérite pas. Donc, le Seigneur m'a dit, non, mais qui es-tu pour ne pas pardonner? Moi, je pardonne tout le monde et tous les péchés. J'ai dit, oui, exactement, c'est vrai, Seigneur, pardonne-moi, mais vraiment, il faut que tu m'aides. Parce que là, personnellement, moi, je peux pas, c'est impossible. Et comment est-ce que tu reçois ces messages? C'est comme si, comment te dire, tu ressens, tu entends, c'est à l'intérieur de toi. C'est comme si je peux comparer. En fait, quand on est né nouveau, quand on est chrétienne, on a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mais pour donner une comparaison, on peut dire peut-être c'est ton intuition, ton instinct, c'est voilà, une voix à l'intérieur que tu entends, mais c'est à l'intérieur. Ça parle à ton cœur et tu sais que c'est la vérité. C'est une conviction dans ton cœur que tu sais que c'est la vérité qui te parle. Et donc, par miracle, j'ai pu pardonner mon père et c'était vraiment miraculeux. Et puis après, le Seigneur m'a changé. Il a guéri mon cœur. Il a enlevé toutes les blessures que j'avais, que je portais, toute la haine, tout le non-pardon, tout ce que j'avais dans mon cœur était enlevé. Et le Seigneur a restauré mon cœur et ma vie et il m'a donné un nouveau cœur pour mon père, un amour que je n'avais pas. Et vraiment, c'était un miracle que notre relation a été restaurée et qu'après, j'aimais mon père. Et c'était vrai, c'était sincère et c'était un vrai miracle. Et qu'après, notre relation a été restaurée. Incroyable. Déjà, quel courage en 95. Même si c'est juste lui montrer le trophée, je trouve ça extraordinaire. Comment t'expliques que un joueur comme André Agassi, qui lui détestait le tennis un peu de la même manière, il avait été forcé quelque part à jouer au tennis. Comment t'expliques que toi, tu ne détestais pas le tennis? En fait, il y a quelque chose en commun que j'ai avec André. C'était un petit peu la même chose au début. Quand j'ai commencé le tennis, je le faisais parce qu'on m'a dit de le faire. Donc, j'écoutais mes parents, je faisais ce qu'on me disait. Euh, voilà. Et puis, quand j'ai eu 18 ans et quand j'ai décidé de quitter ma famille et arrêter avec mon père, j'ai pris un break. Et c'est là où je me suis dit, OK, j'ai 18 ans. Maintenant, je vais faire ce que je veux faire. Alors, est-ce que je veux jouer au tennis ou pas? Est-ce que je veux reprendre mes études parce que je n'avais pas encore mon bac? Ouais. Je dis, voilà, c'est le moment où je peux retourner faire des études, je peux continuer de jouer au tennis ou je peux juste avoir une vie normale et prendre un boulot quelconque, etc. Donc, j'ai pris 3 mois chez une copine et j'ai fait ce que je voulais pendant ces 3 mois-là. Et T'étais où puis, à ce moment-là? j'étais en Floride. J'étais en Floride à Bradenton, en fait, D'accord. exactement. Et, et voilà. Et puis après 3 mois, je me suis dit non, je pense que je vais continuer de jouer au tennis. Voilà. Et c'est là où j'ai appelé Nick Bollettieri pour demander s'il voulait m'entraîner. Mais c'est à 25 ans, quand je suis devenue chrétienne, que là, c'est comme si j'ai compris. J'ai compris pourquoi je joue au tennis. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a donné ce talent-là, d'être capable de jouer au tennis le premier jour comme j'ai joué depuis des années et que c'était le plan de Dieu pour ma vie que je joue au tennis. Et que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, maintenant je sais et je veux faire mon mieux pour le Seigneur et que toute la gloire lui revient. Et donc, là, j'ai trouvé une telle amour et passion et excitation pour le tennis que j'avais jamais avant. Et je prenais tellement du plaisir tous les jours d'aller faire mon mieux et d'être le meilleur possible pour le Seigneur. Et c'est là où j'ai vraiment compris que c'était le plan de Dieu pour ma vie. Waouh. J'ai forcément pour image Michael Chang qui est remercié très souvent à la fin de ses matchs Jésus, qui Oui. voilà, c'était un rituel et il le rendait public, parce qu'à mon avis, ouais, c'est quelque chose qu'il ressentait très très fort. Est-ce que tu parlais souvent religion avec lui? Est-ce qu'il t'inspirait particulièrement? Moi, je me souviens, j'ai eu quelques conversations avec lui. C'était pas toujours facile sur les tournois parce qu'on avait des programmes, etc., différents, les plannings, les journées, les matchs, etc. Et puis, il était un petit peu plus âgé que moi, donc il a arrêté sa carrière plus tôt.
Ouais. Mais je me souviens même quand je regardais ses entraînements, il était avec son frère Carl, qui était son entraîneur, et qui était aussi chrétien, et que je me souviens, je regarde avant les entraînements, bah, ils prenaient un petit temps juste avant de prier ensemble. Je me souviens, je vois qu'ils avaient les têtes en bas, et pas longtemps, hein, très court, mais voilà, je me disais, waouh, c'est super, quoi. Donc, c'était très inspirant et c'est encourageant aussi de voir quelqu'un d'autre qui partage le même foi que toi et qui aussi est content de le partager avec les autres. Pour revenir au plan sportif un peu plus pur, euh, en 95, du coup, Alors non, déjà, Roland 94, est-ce que tu peux nous rappeler cette finale? Contre qui c'était et comment tu as vécu l'événement? Oui, donc c'était contre Arantxa Sanchez Vicario. La fameuse. Oui, et je me retrouve en finale et dans une sens très confiante parce que D'accord. j'étais très en forme. Je crois que j'ai le record des moins de jeux perdus en arrivant en finale à Roland Garros chez les femmes. Ouais. Donc j'étais vraiment en forme. Je venais de battre Steffi Graf en demi en 2 petites sets. Voilà, qui était premier mondial à l'époque, qui défendait son titre. Donc j'étais vraiment en forme. Et Arantxa, je l'ai battue il n'y a pas longtemps, je crois quelques mois avant aux États-Unis sur terre. Donc j'étais vraiment en forme et très confiante parce que j'aimais bien jouer contre Arantxa. Je savais comment le faire, etc. Mais, le fameux mais, c'était que je me retrouve en finale de Grand Chelem. Ouais. Et c'est la première fois. Et en Ouais. plus, c'est à Roland. Donc, c'est pas n'importe quel Grand Chelem. Et en plus, Et je tu savais as 75, tu as 19 ans. que j'ai 19 ans. C'est Et, incroyable. euh, et ben, je sais que j'ai un discours à faire après en français. Et c'est ça qui me stressait le plus. Ça paraît surréaliste, hein, c'est fou, mais pour autant, c'est Et, impressionnant. j'arrivais pas à dormir la veille, toute la nuit dans ma tête, je pense à ça. Et bon, j'arrive pour le match et bon, quand on dort pas, on n'est pas aussi bien, etc. Et puis il fait pas beau, on joue quelques jeux, on sort, on rentre, on sort, on rentre, etc. Bon, là, le match est remporté pour le lendemain en plus. Donc là, je dois passer encore une deuxième nuit à pas vraiment dormir. Waouh. Donc c'était très compliqué pour moi à gérer au niveau du stress et les émotions. Mais ça m'a vraiment servi pour 6 mois plus tard, quand je me retrouve en finale à l'Open de l'Australie contre Arantxa encore. Donc, ça m'a vraiment servi comme expérience. Waouh. Et oui, juste pour rappeler, en demi-finale, tu colles 2-2 à Steffi Graf. Oui, Ça paraît, exactement. ça paraît Ah, lunaire. c'est incroyable. Je crois que ce match contre Steffi, c'est peut-être le meilleur match de ma carrière. Waouh. Vraiment, tout rentrait, tout était des coups gagnants, tout était parfait, quoi. Je ne pouvais pas faire de faute. Il y avait déjà une ambiance exceptionnelle cette Oui, année-là sur ces matchs-là. Ouais. oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire de vivre ces moments forts avec le public sur le Philippe Chatrier. C'est vraiment magique. Waouh. Et le titre, du coup, ton premier titre du Grand Chelem, 6 mois plus tard, comme tu viens de nous le dire, Oui. mentalement, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, ça apporte beaucoup de confiance. Ça apporte un sentiment qu'on est arrivé, dans une sens que, voilà, je suis arrivée au sommet pas de ma carrière, mais on va dire que des résultats, c'est ça les plus grands résultats qu'on peut avoir, c'est de gagner des grands chelems. Et ça donne beaucoup de confiance en soi-même. Ouais. Et aussi, en même temps, bah, ça m'a énormément motivée parce que je me suis dit, c'est incroyable parce que je sens que je peux tellement encore progresser. J'ai encore des choses à travailler dans mon jeu, aussi physiquement, etc. Donc, ça m'a vraiment motivée à travailler encore plus dur pour encore m'améliorer, pour encore avoir... Parce qu'après, ça donne cette faim, cette soif, ce désir, cette envie de gagner encore des titres de Grand Chelem. C'est tellement Mm. magnifique qu'on a envie de revivre ça, on a envie de regagner d'autres titres. Et tu prends ta revanche en plus en finale contre Arantxa. Oui. Donc sportivement, il n'y a pas mieux pour la confiance, Oui. comme tu dis. Cette Euh, fois-ci, j'ai mieux géré, oui. Le stress et les émotions. et justement, depuis que tu es séparé avec ton papa, donc un an après,
tu es en finale de ton premier Grand Chelem. 2 ans après, tu gagnes ton premier Grand Chelem. Tu es avec qui t'accompagne au niveau de l'entraînement? C'est Bolitieri, ce que tu disais tout à l'heure? Non. Et donc, j'ai Nick Bollettieri comme entraîneur. Ouais. Comme Nick, il entraînait d'autres grands joueurs et joueuses à l'époque aussi. Hein, et il travaillait, il voyageait que sur les tournois de Grand Chelem. Alors, j'avais besoin d'un traveling coach. Ouais. Et avec Nick, on a dit, OK, il faut que j'ai un traveling coach. Qui va être ce traveling coach? Et on a pris Sven Grunefeld. Et c'était Sven qui était mon traveling coach. Et j'avais mon préparateur physique, José Rincon, qui travaillait à l'académie à l'époque de Bollettieri. Et lui, il est venu avec moi aussi à Melbourne. On était une semaine avant à Melbourne pour m'entraîner, me préparer. Et c'était très rare. Hein. J'étais peut-être la seule qui avait son préparateur physique sur le tournoi. Imagine, en 95, il y a 25 ans, ça se faisait vraiment pas trop, quoi. Donc, les gens me regardaient, me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son préparateur physique ici et tout. Donc, et Waouh. j'avais besoin, hein. Avec Nick, on a dit, qu'est-ce que j'ai besoin pour être mon meilleur? Et on a vu que le travail de jeu de jambes, de vitesse, etc., était très important pour moi, parce que j'étais pas la plus vite sur le circuit, mais je frappais très fort, donc j'avais besoin de bouger plus vite. Ouais. Et donc, on a décidé d'emmener le préparateur physique avec nous. Tu étais précurseur parce qu'aujourd'hui, tous les Oui. meilleurs ont évidemment préparateur physique, physio dans leur team. Tu avais une connexion particulière avec ces hommes qui t'accompagnaient au quotidien sur le circuit? Bah oui, avec mon équipe, on était comme une famille, quoi. On passait beaucoup de temps ensemble. J'étais plus avec eux qu'avec ma propre famille. Ouais. Donc, c'est important qu'on a une bonne relation, qu'on s'entend bien, qu'on prend du plaisir à être ensemble, hein, parce qu'on prend des repas ensemble, etc. Donc, voilà, et c'est du travail, mais aussi on prend du plaisir à être ensemble, on passe des bons moments aussi. Il faut savoir être détendu, rire, etc. Bon, on arrive au but, hein, je trépigne d'impatience, mais avant de parler de Roland Garros 2000, il y a la Fed Cup aussi, il y a ton titre en Fed Cup en 97, Oui, qui est une émotion certainement particulière puisque c'est une rencontre par équipe. Avec oui, qui est-ce que tu joues cette campagne? Qui est le capitaine et qu'est-ce que tu ressens dans cet événement un peu différent? oui, il y avait Yannick Noah en tant que capitaine. Ok. Il y avait Julie Allard, Sandrine Testu, Alexandra Fusé aussi. Euh, et puis, c'était super. C'était vraiment super. Moi, j'adorais jouer le Fed Cup parce qu'on se retrouve en équipe, parce que le reste de l'année, on est seul, etc. Et on avait une bonne équipe, une bonne ambiance. On s'entendait bien, on s'amusait bien ensemble. Et puis, c'était vraiment énorme hein, de gagner le Fed Cup aux Pays-Bas contre les Hollandais. Donc, c'était vraiment super. Le coaching de Yannick, il ressemble à quoi sur la chaise? C'est, c'est très différent. C'est beaucoup dans les émotions. En fait, Yannick, il veut, euh, il veut toucher la partie plus mentale et les émotions. Donc, si vraiment tu es connecté avec ton pays, tu vas tenir encore plus avec le public, avec voilà, pourquoi tu fais ça, euh, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail de visualisation, de méditation. On a fait des footings sur la plage, du yoga, des choses comme ça, d'être plus aware, plus, comment dire, en contact avec toi-même, avec tes pensées, tes sentiments, de pouvoir gérer ta respiration, tes émotions, plus, En conscience, quoi. oui. T'étais copine avec les joueuses françaises de l'époque ou t'étais plus avec les américaines sur le circuit? Non, j'étais copine avec tout le monde, mais voilà, comme je dis, à partir de 15 ans dans l'équipe de France, donc on commence à se connaître, à passer du temps ensemble et on devient copine, c'est sûr. J'étais copine avec Julie Allard, avec Alexandra Fusé, Sandrine Tessu, avec toutes les filles, hein, on était copines. Donc, Et sinon, sur le circuit, c'est qui la joueuse qui te faisait le plus rire?
La fille qui me faisait le plus rire, on va dire peut-être Eva Maioli. La Suissesse. Eva Maioli, elle est de Croatie. Ah, de Croatie, pardon, ouais, Oui, je me suis planté. D'accord, ok. Et c'est toujours une amie à toi aujourd'hui? Vous êtes toujours en contact? oui, oui, on est toujours copines. Oui. Très bon ça. Et le coaching de Yannick, un petit peu différent, il te servait après sur les matchs que tu pouvais faire sur le circuit le reste de l'année? Oui, je pense que tout ce que je faisais, j'essayais toujours d'apprendre, d'être ouverte à m'améliorer tous les jours, tout le temps. Et les choses qu'on faisait ensemble m'aidaient et me servaient pour plus tard. Par exemple, les exercices de respiration, je ne connaissais pas avant, j'ai découvert. Et puis, je me suis voilà, approfondie dedans. J'ai commencé à faire plus de recherches dedans, à lire des livres là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière après. Ok. Alors, ce qui est assez incroyable, juste avant ton titre à Roland, c'est qu'en mars, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais une rencontre sur le circuit avec une joueuse qui ressent quelque chose en toi et quelque part t'apporte des clés pour le reste de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'ai grandi catholique. J'allais toujours à la messe le dimanche, j'étais à l'école catholique, etc. Et donc, je croyais en Dieu et je priais. Mais je crois que c'est quand je me suis séparée de ma famille à 18 ans et j'ai commencé à faire ma quête spirituelle aussi pour moi-même, pour ma vie. J'avais beaucoup de questions, j'avais pas toutes les réponses. Euh, J'étais à la recherche de quelque chose qui allait me donner la paix. J'ai essayé plein de choses, voilà, la méditation, etc. Euh, j'ai lu plein de livres, différentes religions, etc. Mais malgré tout ça, je ne trouvais pas quelque chose qui me faisait du bien, vraiment profondément ce que j'avais besoin pour mon cœur, pour guérir mon cœur, pour enlever les blessures, pour me donner la paix. Et aussi, en même temps, malgré tout le succès que j'avais dans le tennis, je ressentais qu'il y avait une vide en moi et je ne savais pas ce que c'était. Et c'était bizarre et je ne comprenais pas parce que de l'extérieur, j'avais une vie extraordinaire, j'avais tout, le succès, etc., etc. Mais voilà, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait. Donc, l'autre joueuse sur le circuit, elle s'appelle Linda Wild et on est devenues copines et j'ai remarqué cette fille qu'elle est différente que les autres, qu'elle avait vraiment quelque chose d'unique à part. Et Comment tu l'avais vu? euh, par exemple, on est dans le vestiaire et elle n'avait pas peur de Steffi Graf et toutes les filles avaient peur, personne ne lui parlait, mais elle, tout à fait normale, naturelle. Hey Steffi, how are you? Comment ça va? Mais vraiment cool. Et tout le monde me regarde, mais comment elle est folle, elle? Comment elle peut pas faire ça? Mais elle était vraiment cool, elle était naturelle. Et puis pareil, la dame qui nettoyait les toilettes et les douches, etc., les serviettes, elle lui disait pareil, de la même manière. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va? Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais pareil, comme elle dit bonjour à sa fille, comme elle dit bonjour à la dame, etc. Donc je me dis, mais ouais, et puis elle était bien dans sa peau, elle avait l'air d'être heureuse, épanouie, voilà, en paix, Ok. vraiment bien. Et puis, euh, et puis on commence à être copines, et puis on commence à parler. Et puis là, un jour, elle me demande si je connais Jésus. Je dis oui, bien sûr. Et elle me dit, est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Je dis, bah non, mais comment c'est possible? Parce qu'il n'est pas, Pas du là tout. avec moi, quoi. Ouais. Elle me dit, mais oui, mais il est vivant. Et je dis, bah écoute, pour moi, je ne le vois pas vivant. Voilà, pour moi. Et je sais que, bon, je connais l'histoire, crucifié, etc., ressuscité, mais bon, pour moi, il n'est pas vivant. Elle me dit, mais est-ce que tu crois en Jésus, que c'est le Fils de Dieu? Je dis oui. Elle me dit, ok, est-ce que tu crois au ciel et l'enfer? Je dis oui. Elle me dit, ok, bah, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Et personne ne m'avait posé cette question avant, et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Je dis, bah, écoute, je pense que j'irai au ciel. Elle me dit, mais pourquoi? Et ben, je pense que j'ai pas fait trop de bêtises, assez, trop méchant pour mériter l'enfer. Elle me dit, bah, c'est pas la vérité. Et je dis, mais c'est quoi la vérité alors? Si toi, tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Elle me dit, ah, bah, moi, je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Je dis, mais comment tu peux être sûre comme ça? Elle me dit, ah, moi, je suis sûre, 100%, sans doute. Je dis, mais comment? Elle me dit, bah, c'est simple, dans la Bible, c'est très clair. Jésus, il n'est pas avec Nicodème, par exemple. Il a dit, bah, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau.
Et je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, bah, écoute, est-ce que tu crois que tu es un pécheur? Je dis, oui, bien sûr, je vois ma vie, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ok, c'est simple. Si tu crois en Jésus, tu crois au ciel et l'enfer, tu crois que tu es un pécheur, c'est juste le péché qui te sépare de Dieu, parce que lui, il est parfait sans péché, et nous, on est nés avec cette nature de péché. Bah, tu as juste besoin de repentir de tous tes péchés, demander pardon, et tu donnes ta vie au Seigneur. Et tu es né nouveau et tu as la vie éternelle. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, bah, j'avais jamais entendu ça avant, c'est incroyable. Et je me suis dit, à 25 ans, comment ça se fait que j'avais jamais entendu ça? Et je savais ce qu'elle me disait, que c'était la vérité. Ça parlait à mon cœur. Et j'ai dit, Linda, tu as quelque chose vraiment différent. Qu'est-ce que tu as? Elle me dit, bah, j'ai Jésus dans mon cœur. Et je savais que moi, je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Et je savais que c'était ça qui manquait dans ma vie. Et c'était clair. Et donc, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôtel. J'étais à Indian Wells. Et je me réveille un matin et j'ai dit, ouais, ça y est, je peux pas. Je peux plus continuer ma vie comme ça. Donc, c'est dans ma chambre d'hôtel toute seule. J'ai prié, je me suis repentie, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je veux ta volonté, pas la mienne. Je veux que tu sois en contrôle de ma vie. Et viens Jésus dans mon cœur. Et c'est là où je suis née de nouveau. J'ai ressenti un paix extraordinaire. Et j'ai vraiment ressenti le pardon, l'amour et la présence du Seigneur. C'était vraiment puissant et je savais que j'étais pardonnée, je savais qu'il m'aimait, je savais que j'avais la vie éternelle. Et c'est là où tout a commencé. Tout a commencé dans ma vie où il a touché mon cœur, il m'a transformée de l'intérieur et ça se voyait après sur mon visage à l'extérieur que quand j'arrive à Roland-Garros 3 mois après, les journalistes et tout, ils me disent, mais Marie, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu es beaucoup plus sereine sur les points importants et tu t'énerves beaucoup moins sur le terrain. Tu as fait de la sophrologie. Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, bah non, je n'ai pas fait de sophrologie. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Je dis, non, non, bah, c'est juste que ma vie est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est en contrôle. Et j'ai juste besoin de donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le cours. Donc, ça m'a libérée, ça m'a complètement aidé à pouvoir gérer le stress et les émotions que j'avais les années avant quand je jouais à Roland-Garros pour dire que bah voilà, c'est lui qui en contrôle, pas moi. J'ai juste besoin de donner 100% de moi-même et prendre du plaisir. Donc ça a complètement bouleversé, changé ma vie et ça m'a transformée à l'intérieur et mon cœur était guéri, toutes mes blessures du passé étaient guéries. Comme j'ai dit, j'ai pardonné mon père, les relations étaient restaurées et moi j'étais quelqu'un de différent. Est-ce que tu penses que c'est la clé du bonheur universel ou chacun a une clé différente qui lui est très personnelle? Personnellement, moi, je crois qu'on est créé par Dieu et on est créé pour être en relation avec lui et pour le servir. Et il nous a créés aussi pour aimer les unes les autres et pour servir aussi les unes les autres. Et pour avoir cette salut, cette vie éternelle, dans la Bible, c'est très clair. Il n'y a qu'une seule manière, qu'un seul chemin et c'est Jésus. Donc, c'est très clair dans la Bible. Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité et nul viendrait au Père qu'à travers de moi. À méditer. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'a parlé à mon cœur et pour moi, je sais que c'est la vérité et ça a parlé à mon cœur directement. Et quand je lis la Bible, c'est comme s'il y a toutes les réponses à toutes mes questions et c'est comme le manuel pour notre vie. C'est quand on achète une voiture, il y a le manuel qui vient dans la voiture. Ben, c'est pareil pour moi, le manuel pour moi, pour ma vie, tout est dans la Bible. D'accord. Personnellement, je ne lis pas le manuel de la voiture, mais je ferais bien de trouver le manuel de ma vie. Exactement. Alors, pour revenir enfin à Roland-Garros, parce que on va fêter les 20 ans, c'était peut-être même jour pour jour. C'était le combien en Je juin? crois bien, c'était le 10 juin. Ah, mais c'était il y a 20 ans et un jour. C'est merveilleux. Euh, mais que le temps passe vite, c'est incroyable. Exactement. Oui, le temps passe tellement vite, c'est fou, hein. Je ne peux pas croire que ça fait déjà 20 ans. Et Euh, tu arrives sur cette semaine donc avec beaucoup de sérénité, comme les oui, journalistes pouvaient te le dire, ce que tu dégageais, ce que tu viens de oui. nous dire. Et il y a un fait assez marquant, c'est qu'au deuxième tour ou au premier tour, tu as l'intuition que cette année, c'est la bonne. Oui, c'est très intéressant. C'est la première et seule fois que ça m'est arrivé dans ma carrière.
Je suis sur le Philippe Chatrier, je viens de gagner mon premier tour et juste avant de quitter le terrain, c'est comme il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit bah peut-être c'est cette année, peut-être c'est ton année. Et j'ai fait bon, tiens, ok. Et j'ai dit rien à personne, j'ai gardé ça pour moi et jour par jour, match par match et puis bah voilà, c'était mon année. Et c'est ton frère qui te coach à ce moment-là? C'était mon frère qui était mon entraîneur. Il était avec moi mes 2 meilleures années, 2000 et 2005. Mon frère était avec moi. Pourquoi ne pas lui avoir confié cette intuition alors que c'est ton frère, c'est la famille, s'il y a bien quelqu'un qui peut te comprendre à ce moment-là? Non, je sentais que c'était quelque chose de trop. Je n'ai pas de mots. J'ai envie de dire trop sérieux, mais même c'est pas juste pour expliquer. C'était vraiment quelque chose que je savais que je devais garder pour moi-même, D'accord. dans mon cœur et dire à personne. Ok. Je vais juste regarder le tableau rapidement, voir qui tu avais battu match après match. Tac, tac, tac. Donc Monica. Alors, attends, ça c'est le. Ah oui, parce que. Ah non. Tu bats Monica Seles En quart, en Ingrid quart, Anthony. Hingis en demi, tête de série 1 et Oui, Conchita Martinez. Quelle quinzaine de dingue. oui, Est-ce qu'il y a un match particulièrement qui est sorti du lot? Bon, la finale émotionnellement est à mon avis particulière, mais oui. avant l'accès au final, est-ce qu'il y a Oui. quelque chose qui t'a marqué particulièrement? Bah, les deux matchs, quart et demi. Le quart de finale contre Céleste parce que j'ai fait le coup de ma carrière entre les jambes. Donc ça, c'était énorme. Et, À l'intuition, au feeling total? bah, en fait, je savais que Monica me faisait bouger droite-gauche, 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 etc. Et donc, voilà, côté revers, je pars en courant le plus vite possible côté coup droit. Et bah, la balle était carrément sur moi. Et j'ai même pas réfléchi, c'était carrément réflexe. Et je saute dans l'air et je tape la balle entre les jambes. Et puis, elle rentre pour un coup gagnant. C'était bluffant, quoi. J'étais, franchement, j'étais très. Je me suis impressionnée moi-même. Après, quand j'ai revu les images, j'ai dit, bon, je ne savais pas que je pouvais sauter aussi haut. Ah, c'est Ouais, fabuleux. Et en plus, ouais, tu fais deux grosses batailles en 3-7 contre Céleste, voilà. 4-6, 6-3, 6-4 et 6-4, 5-7, 6-2 contre Hingis. T'étais Oui, affûté comme jamais. oui, exactement. Et c'est l'autre match où vraiment, je me rappelle, en troisième set avec Ingis, toutes les deux, on avait des crampes. C'était une vraie bagarre. Et puis, c'est bon, c'était et c'est toujours une amie. Et puis, on était partenaires en double aussi. Hein, donc, on était toujours en lice. C'est jamais facile de jouer contre ta copine et puis ta partenaire de double. Mais vraiment, au troisième set, c'était énorme. Un grand match, un vrai grand match, des crampes toutes les deux à la fin. Et je suis contente de pouvoir être capable physiquement de terminer ce match et de le gagner. J'ai revu là, Roland a passé les matchs de légende en live sur YouTube et Oui, c'était phénoménal de revoir ces images de ta finale. Quand on regarde le match, ton plan de jeu est très clair, mais est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous le partager? bah, pour chaque match, c'était clair comment j'allais jouer contre mon adversaire et en particulier, est-ce que tu parles de la finale ou tu parles de tous mes matchs en Non, général? je parlais de la finale contre Conchita Et Martinez. Ouais. donc, pour moi, c'était très clair. Hein. J'avais déjà joué contre Conchita plusieurs fois. Je savais ce qu'il fallait faire pour le battre. Je sais que sur terre battue, elle est très difficile, elle est très compliquée. Si elle arrive en finale, ça veut dire qu'elle est en confiance et qu'elle joue très bien. Elle Ouais. avait une grande coup droit et surtout coup droit en décalé était très dangereuse. Puis elle avait une très bon revers à une main aussi. Elle arrivait à trouver des angles. Elle avait le slice, l'amorti, le lift. Voilà, et puis elle servait pas mal. Une deuxième, pas très fort, donc je voulais vraiment attaquer sur la deuxième balle. Mais pour moi, c'était vraiment d'utiliser le petit court croisé que mon frère m'a intégré dans mon jeu. Et ça m'a vraiment aidé à gagner Roland Garros parce que ça a complètement ouvert le terrain et je pouvais jouer après sur l'autre côté et d'attaquer, hein, d'essayer de venir au filet le plus vite possible sur le côté revers, attaquer son côté revers, monter au filet et puis d'essayer d'être le plus agressive mais patient en même temps parce qu'elle a ramené beaucoup de balles. Ton coup le plus naturel au tennis, c'était lequel? Hmm. Ça, c'est une excellente question.
Bah, j'aimais bien mon coup droit. Je sentais que je pouvais frapper très fort côté coup droit. Donc, voilà, j'avais aussi une excellente revers dans la ligne aussi. Ouais. Et la partie de ton jeu que tu as le plus bossé, le plus fait évoluer? Jeu de jambes, c'est sûr. Mon jeu de jambes, vitesse sur le court, déplacement. Et j'ai beaucoup travaillé aussi mon jeu vers l'avant, parce qu'au début, je ne venais pas au filet. Mais avec mon entraîneur, on a vraiment travaillé ça, qu'il fallait que je profite de ma force, ma puissance, mes grands coups du fond pour venir au filet et pour finir le point plutôt. Et jeu de jambes, comment tu le bossais? Avec quel volume? Euh, ça, Ah, se- comment ça se c'est matérialise? tout un programme avec mon préparateur physique, donc bien sûr la force, parce qu'il faut être très forte dans les jambes pour, pour pouvoir pousser et bouger plus vite et que les mouvements soient plus faciles. Après, il y a tout un travail de plyometrics, de puissance. Après, euh, après, il y a les exercices de vitesse, de jeu de jambes. Donc, voilà, c'était tout un programme où, avant les tournois, c'était de plus en plus intense. Ouais, je faisais beaucoup moins de poids, etc. Et beaucoup plus de Dynamique? travail en qualité, où moins de temps et plus haute d'intensité, et plus le travail de jeu de jambes, déplacement, etc. Est-ce qu'avant de rentrer sur le central pour la finale, tu avais du stress particulièrement? Est-ce que tu t'es servi de ta première finale? Comment tu as géré l'enjeu? Oui, c'est normal d'être stressé avant une finale de Grand Chelem, hein, surtout à Roland. Hein. Mais pour moi, je suis arrivée en paix, comme tous mes autres matchs. Je voulais prendre ça comme tous les autres matchs, pareil, rien de différent. Rester dans mon bulle, rester concentré, rester calme, continuer de toujours faire confiance au Seigneur. C'était la chose qui était le plus important pour moi. Et avant tous mes matchs, je priais avant d'entrer sur le court. Et voilà, encore une fois, je savais que j'étais pas en contrôle. Je savais que je pouvais pas contrôler les résultats. Donc, je pouvais juste prendre du plaisir sur le cours et donner 100% de moi-même. Et je me suis dit de vraiment apprécier chaque moment et chaque instant sur ce cours parce que ça va passer. Au maximum, dans 3 heures, c'est fini. Et puis, la vie continue. Donc, de vraiment apprécier chaque moment sur ce cours. À 6-1, 6-5, 40A, donc tu es à 2 points du match. Sur deuxième balle, il y a un spectateur dans le public qui crie «Joue avec ton cœur». Est-ce qu'à ce moment-là, tu l'entends? Oui, bien sûr. Et ça t'a fait un truc ou t'es trop dans ta bulle pour... Ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'il y a les fans, le public qui sont là et puis ils nous aident. Hein. Dans une sens, on est là, on entend tout, mais on recevoir, on entend, ça nous fait quelque chose, ça nous fait du bien, mais en même temps, il faut rester concentré tout de suite. Donc, on entend, on reçoit, on accepte, ça fait du bien. Et puis tout de suite, on dit OK. Et puis des fois, on se dit oui avec mon cœur. Donc, c'est vrai que ça peut aider les choses que quelqu'un dans le public dit, ça peut aider. Et donc 3 points après, t'as balle de match, balle de sacre à Roland-Garros. Est-ce que tu te souviens ce que tu te dis au moment de servir alors que tu touches vraiment du bout du doigt ce rêve? Oui, donc bon, stressé que j'avais perdu les autres balles de match, je me dis, OK, Marie, détends-toi, tu essaies le maximum de respirer. La respiration, ça aide beaucoup à dégager le stress, de visualiser où je vais servir ma première balle et jouer la première balle après le service. Et je me suis dit, OK, Marie, c'est un autre point comme les autres, c'est 30-15, allez, il faut juste jouer un point, c'est tout. Voilà. Waouh. Et puis quelques minutes après, tu montes sur les marches, t'embrasses donc Christian Bim, Martina Navratilova, Christiane Dürr, qui a été la dernière française à gagner avant toi. Françoise Dure. Françoise, ouais, tout à fait. Merci, heureusement que tu es là. Pas de problème. Et tu soulèves la coupe de Roland. Revoir ces images, vraiment, moi, ça me fait monter des larmes d'émotion. C'est très, très fort. Oui. Toi, à ce moment-là, quand tu soulèves la coupe, qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est ça, c'est le meilleur moment de ma carrière. C'est ce moment-là qui est le moment le plus fort. Et puis, on a le trophée, on se lève et toute la foule, le public fait ouais. Et tu es là, tu dis ouais. C'est juste le meilleur moment. Et
on apprécie, on ressent toutes les émotions positives à la fois et c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu as fait la plus grosse fête de ta vie après ça ou tu l'as vécu de manière beaucoup plus calme? En fait, ça prend beaucoup de temps après, hein. Il y a le cool down, le stretching, la conférence de presse. Après, il y avait des soins hein, parce que j'étais très blessée aussi à l'époque. Donc, j'avais beaucoup de soins à faire le matin et le soir, avant et après. Et j'ai quitté le stade, il était 22 heures. J'arrive à mon hôtel et il y avait un bon dîner déjà prêt à un très bon restaurant italien qui était à l'hôtel. Et on a mangé avec ma famille et mon équipe. Et quelques heures plus tard, c'était hop, au lit, parce que j'avais la finale de double le lendemain. Mais oui, mais quelle campagne Voilà. surréaliste, c'est incroyable. Oui, exactement. Et donc tu gagnes le double avec Martin Hingis, hein, c'est bien ça. Et le lendemain, je joue la finale de double avec Martina Hingis et on gagne le double. C'est quand même extraordinaire. C'est le cerise sur le gâteau. Vous étiez particulièrement amis pour jouer le double ensemble ou c'était professionnel? C'était quel type de Non, non, relation? on était amis, on passait du temps ensemble, on s'entraînait ensemble avec sa maman qui était son entraîneur et on a bien bossé. C'était très sérieux, mais on a bien rigolé aussi. Est-ce que les jours d'après, est-ce que tu prends quelques jours de vacances et admettons, tu es chez toi, tu te réveilles, tu ouvres les volets et tu te dis, ah, c'est bon, j'ai gagné Roland Garros, je suis tranquille. Ah, ça fait du bien. Comment ça se passe les jours d'après? C'est vrai que le lendemain matin, il n'y a pas d'alarme, on dort, ça c'est bon, ça fait du bien, mais on a mal partout, on est fatigué, on a besoin de repos. C'est juste, on est tellement relax, on est tellement heureux, on est tellement. C'est presque un soulagement aussi qu'on a réussi notre rêve dans notre carrière et que finalement, ça y est, ça s'est fait. Mais 3 jours après, c'est l'entraînement et il faut se préparer pour Wimbledon. J'avais que 2 semaines et puis changement de surface, très difficile, très compliqué. Donc, moi, je dis chapeau à tous les joueurs et les joueuses qui ont gagné Roland et Wimbledon parce que vraiment, c'est énorme. On n'a que 2 semaines. Donc, c'est rien du tout pour récupérer après une victoire en Grand Chelem de ce qu'on a vécu émotionnellement et aussi physiquement, mentalement. On est complètement drainé après à la fin. Et pour récupérer de ça et après pour s'entraîner sur du gazon et physiquement, c'est très dur. Ouais. Et après gagner et enchaîner les 2 semaines, gagner Wimbledon, c'est quelque chose. Hein, parce que là, cette année, j'ai fait quart de finale en simple de Wimbledon. J'ai perdu contre Venus Williams et c'était dur à chaque match. J'ai pris du temps à rentrer dans le match parce que j'étais fatiguée, j'étais lourde, j'ai pris du temps. Et puis, c'était ce match avec Venus que j'ai perdu. J'ai perdu le premier set assez rapidement, mais le deuxième, 7-6 au tie-break, j'ai failli gagner le deuxième. Et je me suis dit, si j'ai gagné le deuxième, j'avais une bonne chance de gagner le match. Et après, Venus, elle a gagné Wimbledon cette année. Donc, Waouh. voilà, donc pas facile d'enchaîner les deux tout de suite derrière. Incroyable la vie de joueuse ou de joueur de tennis, de pouvoir être au top du top un jour et le lendemain tout remettre en question. Oui. Mais avant de tout remettre en question à Wimbledon, on a l'image de ta maman quand tu gagnes la balle de match à Roland-Garros. Tu es coaché par ton frère à ce moment-là. Euh, Quels sont vos échanges après ce titre? La fierté qui doit être très forte, toi, de voir la fierté dans les yeux de ta maman, le coaching payant de ton frère. Mhm. En quoi ça t'a marqué ces échanges familiaux qui doivent être très forts, très profonds à ce moment-là? Oui, c'est puissant parce que ma maman, c'est une pilier pour moi dans ma vie et dans ma carrière avec tout ce que j'ai traversé. Elle était toujours là pour moi, pour m'aider, pour me soutenir, pour voilà, parler, etc. Donc, c'est une grande soutien, une grande aide. Et puis, mon frère, c'était juste extraordinaire. J'étais trop contente qu'il était avec moi parce que, bon, je sais que c'est un sacrifice pour lui, pour sa vie, parce qu'il n'aimait pas trop le monde du tennis, il n'aimait pas voyager, il voulait rester chez lui. Donc, il payait un grand prix pour être avec moi. Et si c'était moi, j'aurais aimé qu'il soit avec moi chaque année de ma carrière, mais il ne voulait pas. Donc, pour moi, j'étais vraiment contente et reconnaissante qu'il était avec moi pendant cette période-là. Et de pouvoir réussir son rêve dans le tennis avec ton frère, c'est encore plus fort et encore plus puissant et qu'on l'a fait ensemble. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et je remercie mon frère pour tout ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a aidé. Il s'est investi, il a donné sa vie. Et c'est quelque chose de très puissant quand on fait ça avec quelqu'un de notre famille et que j'ai fait ça avec mon frère. C'était vraiment extraordinaire. Je suis trop contente. Ouais.
On arrive à 1h15 et puis je t'avais dit 1 heure, donc voilà, on va pas tarder de terminer. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et j'adorerais faire une deuxième partie d'épisode peut-être un peu plus tard pour parler de ta deuxième partie de carrière et puis de ton après-carrière aussi. Ok, avec Euh, plaisir. Peut-être juste une dernière question euh, avant de conclure. Euh, Oui, sur le point de vue financier, tu as gagné quand même 9 millions, pas loin de 10 millions de dollars de prize money. Quel regard, donc précisément 9 793 119 dollars, quel oui, regard tu portes sur ce montant et oui. quelle est, toi, ta définition de la richesse? Déjà, quand je regarde ça, je dis, waouh, c'est beaucoup d'argent. Et j'aurais jamais cru d'avoir gagné aussi autant d'argent en jouant au tennis parce que j'ai jamais fait ça pour l'argent. Ouais. Jamais, jamais, jamais pensé à l'argent. Je trouve que c'est marrant parce que quand on regarde cette chiffre, les gens ils croient que c'est ça que tu as dans ton compte bancaire, mais c'est pas du tout ça. Parce que il faut payer les impôts, parce qu'il y a beaucoup de frais à payer, il y a beaucoup de gens avec qui tu travailles, tu payes, puis quand tu joues bien, tu as des bonus, etc. Donc voilà, il y a aussi plein de frais dans la vie de joueuse de tennis, etc. Mais pour moi, la richesse, c'est pas du tout l'argent. On peut avoir autant d'argent qu'on veut. Et moi, je sais ce que c'est parce que j'avais tout dans la vie. J'avais la plus belle maison sur la mer, jet ski, piscine, etc. Jet privé, je voyageais partout et j'étais malheureuse et j'étais vide. Donc, c'est pas du tout cette chose qui va nous rendre heureuse. C'est après, quand j'ai rencontré le Seigneur, que cette vie était comblée, que j'étais épanouie, heureuse. Et pour moi, la richesse, c'est plein de choses. C'est la santé, c'est les relations, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la paix, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime et d'être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres, d'avoir les bonnes relations avec les gens, d'aimer, d'être aimé, de partager, de donner. La vie, pour moi, c'est pas du tout l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent et être malheureux. Et on peut être, voilà, on peut pas avoir beaucoup d'argent, mais on peut être très heureux, très épanoui et comblé dans la vie. Waouh. On pourrait presque terminer là-dessus, mais on va terminer là-dessus, Marie. Si aujourd'hui, tu t'investis beaucoup dans le tennis féminin, il me semble, dans la formation. T'es directrice de tournoi, c'est bien ça? Alors, j'ai organisé une série de 10 000 dollars dans l'océan Indien, à Maurice et à La Réunion. Ça s'appelle la Mary Pierce Indian Ocean Series. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai bien aimé. C'est très Ouais. intéressant. Et j'ai arrêté parce que mon père était malade à l'époque, donc j'ai arrêté pour prendre soin de lui. Et puis, bon, l'année d'après, on a eu toutes les différentes problèmes avec le circuit ITF, les points, etc., l'argent. Donc là, j'attends que tout se revient un peu plus stable, on va dire, pour le circuit, pour essayer de refaire les tournois. Mais c'était quelque chose que j'ai fait et que j'ai bien aimé. On pourra parler justement de ton après-carrière éventuellement sur un deuxième épisode. Pour terminer, vraiment dernière question, si tu avais une joueuse de 12 ans, on va dire, devant toi qui rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de faire ce que tu as envie de faire. Tu fais ça parce que tu l'aimes, tu es passionné, c'est ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire, d'avoir un rêve. C'est très important de rêver, de toujours croire en toi, de jamais douter, de continuer de travailler dur parce que le travail, ça paie éventuellement, d'être patient, de persévérer, de ne pas t'inquiéter, mais de continuer et de toujours donner 100% de toi-même dans tout ce que tu fais pour pas avoir de regrets après, plus tard. Et surtout, prendre beaucoup de plaisir. Eh ben, du plaisir. Dieu sait que j'en ai pris à échanger avec toi, Marie. Un grand, Merci, grand merci pour c'est ton temps. gentil. Merci, merci à toi. C'était super, j'ai bien aimé. Ah, bah tant mieux, ça me va droit au cœur. Je te tiens évidemment au courant quand l'épisode sort. Ça sera pas dans les prochaines semaines, peut-être un mois ou deux. Je te tiens au courant. Si tu pourras peut-être faire une petite story Instagram ou quelque chose, ça serait Ah, génial. oui, 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 bien sûr, avec plaisir. C'était vraiment Génial. super. Des excellentes questions et j'ai passé un bon moment. Merci Marie. À très bientôt. Ok, merci à toi. Ciao, ciao. Bye Salut. bye. Merci les légendes d'être encore là. Vous êtes des monstres. Un grand merci à Fabien Paget d'avoir rendu l'échange possible. J'avais 10 ans quand Marie a gagné Porte d'Auteuil, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais comme un dingue.
Quel bonheur une fois de plus d'avoir le privilège d'être un lien entre ces champions et championnes à travers le podcast. Venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ça me fait toujours immensément plaisir de vous lire. Un peu comme Franck, fidèle auditeur de la première heure qui écrit sur Apple Podcast. Exceptionnel, fan depuis le début, la qualité est toujours là. Et les interviews, toutes en majuscules, sont exceptionnelles, que ce soit les anciens joueurs, les coachs, les lean, bon, je sais pas ce que c'est, les prépas physiques, tout est génial. La dernière avec Tony Nadal dépasse le cadre du tennis, leçon de vie pour tous les entraîneurs de tous les sports. Un immense merci Franck d'avoir pris le temps et d'être là chaque semaine. Merci aux légendes aussi qui nous soutiennent sur Tipeee, la plateforme participative. À l'aide de dons, ça nous aide à tenir, puisque c'est un projet que l'on construit toujours avec Johan. C'est pas facile toutes les semaines, donc voilà, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Vous pouvez le faire en tapant TIPEEE, donc avec 3 E, espace Tennis Légende podcast dans Google, et c'est facile à trouver. Pour rappel, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Pensez aux bouches à oreille, les légendes, encore et toujours, ne lâchez rien de ce point de vue-là. Vous êtes des ambassadeurs de ouf, gratitude éternelle aux plus actifs d'entre vous. Et les autres, eh bien, on s'y met, voilà. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment au top du top du top. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.